Bonjour à tous. Machiavel a écrit que l'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. C'est pourtant ce qu'essaient de faire les sapeurs-pompiers, qui cherchent en permanence à prévoir l'imprévisible ou du moins à se préparer à toutes les situations de crise possibles. Aujourd'hui, ils sont en première ligne aux côtés des soignants dans cette pandémie et même si les missions diffèrent, nous le verrons, l'objectif demeure identique, sauver des vies. Pourtant, un médecin urgentiste a tweeté dernièrement: les soignants soignent et les pompiers éteignent les feux. Loin d'être le reflet de la réalité, il ne faut pas nier que les relations sont parfois difficiles entre ces deux services, qui œuvrent néanmoins aujourd'hui, main dans la main, dans la prise en charge dite préhospitalière, et tout ça dans des conditions particulièrement difficiles. Il convient donc au préalable que je vous présente le cadre juridique de ces établissements publics que l'on appelle les SDIS, Services départementaux d'incendie et de secours, afin que chacun puisse situer correctement ses acteurs, leur mission et comprendre les risques auxquels ils sont exposés. Véritables spécialistes de la gestion de crise par ailleurs, les sapeurs-pompiers bénéficient d'une expérience considérable dans ce domaine. Il est alors utile d'aborder quelques principes de base de ces processus afin d'en cerner les limites et les enjeux. De tout temps, les secours ont été l'affaire des hommes. Depuis la Milita Vigilum de la Rome antique, la société a pris conscience de la nécessité d'organiser une réponse opérationnelle. Cette réponse, locale en premier lieu, repose sur des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, composante principale de ce que l'on appelle le modèle français de sécurité civile. Qu'ils soient fonctionnaires territoriaux ou citoyens engagés, par l'essence même de leur mission, ils se savent exposer au danger, ce que le Covid-19 est venu confirmer jusque dans leurs missions les plus banales en apparence. Toute personne concourt, par son comportement, à la sécurité civile. Au-delà de cette volonté, le législateur a pris soin de rappeler que les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours. Je n'aborderai pas ici les cas spécifiques de Paris et Marseille, ni les composantes militaires et associatives qui y concourent aussi. Le sapeur-pompier que vous appelez quand il y a un feu chez votre voisin, c'est un agent départemental professionnel ou volontaire. Pour réaliser 4,3 millions d'interventions par an, soit environ une toutes les 6,4 secondes, ils sont environ 250 000, dont 40 000 professionnels, concentrés principalement dans les zones à forte densité urbaine, et 197 000 volontaires. Le maillage territorial, qui est une des principales forces de cette institution, est rendu possible par le volontariat qui arme des casernes dans des zones moins peuplées. Initialement communaux, les services d'incendie ont été organisés à l'échelon départemental au fil du temps. Leur cadre juridique est aujourd'hui codifié dans le CGCT et dans le CSI. Les SDIS disposent d'une direction bicéphale. D'un côté, le président du conseil départemental en est le responsable administratif et financier. De l'autre côté, le préfet, en cela qu'il dispose des moyens des SDIS dans le cadre de ses pouvoirs de police, en est le responsable opérationnel. Il existe un SDIS dans chaque département, composé d'un corps départemental qui est organisé en centre d'incendie et de secours, ces fameuses casernes que l'on connaît. Les modalités d'intervention opérationnelle sont déterminées par un règlement opérationnel sur lequel je reviendrai plus tard. Mais alors, quelles sont les missions des sapeurs-pompiers ? Eh bien, je dirais tout ou presque en fait. L'article L1424-2 du CGCT révèle pourtant un paradoxe opérationnel. La mission première est exclusive. La prévention, la protection et la lutte contre les incendies est une des activités les moins sollicitantes. Alors qu'à l'inverse, la dernière, réglementairement parlant, à laquelle il concourt avec d'autres services, c'est-à-dire le secours d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, est la plus chronophage. Le législateur a ainsi marqué l'engagement des SDIS dans ce domaine, tout en prenant soin par une rédaction choisie de souligner qu'il ne s'agissait pas là de la vocation première de ces services. Cette mission accessoire représente quand même plus de 4 millions d'interventions par an, soit 73% de l'activité. Dans ce domaine, un référentiel commun, relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale d'urgence, a posé un cadre réglementaire en 2008 pour limiter les soucis entre les SAMU, qui sont les responsables de ces domaines, et les SDIS, qui en sont les acteurs. Si les sapeurs-pompiers sont généralement habitués au danger dans leurs interventions, le secours à personne, bien que présentant des risques, n'est pas le domaine le plus critique à cet égard. Particularité du système français, l'organisation du secours à personne revient au SAMU dans le cadre des missions définies à l'article R6311-2 du Code de la santé publique. Pour ce faire, les SAMU disposent de moyens propres, de moyens privés et de moyens sapeurs-pompiers. Donc si je résume, l'activité principale réalisée par les SDIS relève d'une mission accessoire coordonnée par un autre service. Le référentiel commun de 2008 a tout de même clarifié le rôle de chacun en définissant un parcours de la personne en détresse depuis l'appel jusqu'à l'hospitalisation. La règle générale est simple:
Pour toute demande de secours, une régulation médicale préalable est réalisée par le SAMU qui évalue la situation et engage les moyens appropriés. Des situations d'urgence permettent de déroger à ce principe sur la base de critères cliniques, circonstanciels ou environnementaux, tout cela dans l'intérêt de la victime, afin que l'on engage précocement des moyens du SDIS sans régulation médicale préalable. La légitimité pour les sapeurs-pompiers à intervenir dans ce cadre provient d'un maillage territorial inégalable, fort de 6300 ambulances qui sont réparties dans quelques 6000 casernes sur l'ensemble du territoire. Pour faire face à la pandémie de Covid-19, les SDIS ont donc pris des mesures d'urgence pour pouvoir s'adapter et garantir une continuité de service. Spécialistes de la gestion de crise, ils évoluent dans un contexte tendu qu'ils abordent avec méthode. Si chaque département a appréhendé la crise en fonction de ses ressources et de son niveau de vulnérabilité, les premières mesures dans les Alpes-Maritimes, par exemple, ont été prises dès le 11 mars, à l'annonce de la pandémie par le directeur général de l'OMS. L'adresse du président de la République le lendemain a conduit les services départementaux à l'élaboration de stratégies ayant pour objectif de maintenir un potentiel opérationnel optimal. Si les spécificités de ce virus ont nécessité une adaptation permanente, plusieurs obstacles réglementaires ont rapidement été levés par la parution de textes prorogeant par exemple la durée de validité des aptitudes médicales. Les mesures dites barrières, quant à elles, applicables en caserne, ne le sont pas toujours en opération. La distance physique d'un mètre, par exemple, à l'intérieur d'un engin-pompe ou pendant l'extraction d'une victime incarcérée est absolument impossible à respecter. Le quotidien s'est alors trouvé rythmé par une désinfection des locaux, des matériels, par les prises de température régulières des personnels de garde, par la suppression de moments de convivialité comme le sport collectif ou les repas en commun, et par la mise à jour très régulière de procédures opérationnelles visant à protéger les intervenants autant que les victimes. L'exposition potentielle à un risque infectieux dangereux, méconnu et sans traitement fiable connu à ce jour, est source d'angoisse, y compris chez les plus aguerris. Cela a conduit à organiser des procédures de soutien pour les intervenants en relation avec les services de santé. L'une des craintes pour le sapeur-pompier est d'être contaminé, puis de transmettre le virus à ses collègues, aux victimes, ou encore de le ramener chez lui lorsqu'il rentre à la maison. Les SDIS ont alors renforcé la protection des intervenants, avec le déploiement d'équipements de protection individuelle, des masques FFP2, des surblouses, des charlottes, des lunettes de protection, des combinaisons parfois, et la mise en œuvre d'équipements supplémentaires dans les ambulances, tels que des écrans d'isolement, voire la création de véhicules dédiés au transport de Covid. Il ne faut pas oublier que les sapeurs-pompiers professionnels, et par syllogisme les volontaires, ne peuvent se prévaloir en intervention du droit de retrait. Si en contrepartie, il est prévu qu'ils exercent leur mission dans le cadre des dispositions, des règlements et des instructions qui ont pour objet d'assurer leur protection et leur sécurité, sans discipline, la méconnaissance du virus aurait pu conduire à des comportements inadaptés dictés par la peur de l'inconnu. L'organisation générale a donc été repensée pour maintenir ce potentiel opérationnel. Depuis plusieurs semaines, l'accidentologie routière, les incendies, le nombre d'interventions classiques liées au secours à personne ont chuté du fait du confinement. La baisse d'activité est de l'ordre de 30 à 50% selon les départements, y compris dans ceux qui sont durement touchés comme au Grand Est. Or, dans le même temps, avec le confinement, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ont de la disponibilité, ce qui fait que les SDIS disposent aujourd'hui d'une réserve opérationnelle conséquente. Je disais en introduction que les intervenants étaient encadrés par un règlement opérationnel, arrêté par le préfet. Le RO, ce document obligatoire, est fondamental en cela qu'il s'appuie sur un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Ainsi, il fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions et détermine l'effectif minimum ainsi que les matériels nécessaires pour les accomplir. Une décision du Conseil d'État de 2012 confère à ce règlement une portée normative certaine, la méconnaissance des prescriptions qui y figurent pouvant donner matière à responsabilité. Si l'appréciation d'une faute de service présumée doit tenir compte des circonstances du litige, les dispositions du règlement opérationnel n'en revêtent pas moins un caractère obligatoire pour le service, le principe exerçant ses effets, y compris dans les contentieux de la responsabilité. Bien que l'on puisse admettre que la théorie jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles conduise le juge à tolérer ces dérogations en cas de litige, ce cadre juridique est protecteur et il est important en cas de crise car il permet d'orienter les choix des responsables. Si les SDIS réussissent à limiter la contamination de leurs agents, malgré une activité opérationnelle qui les expose particulièrement, c'est aussi le résultat de mesures de prévention rigoureuses, prises précocement et respectées. Une crise, c'est une rupture dans le fonctionnement normal d'une organisation ou de la société résultant d'un événement brutal et soudain qui porte une menace grave sur leur stabilité, voire sur leur existence même. Pour ces raisons,
l'élément déclencheur appelle une réaction urgente. Et c'est le cœur du métier de sapeur-pompier que de répondre à ce genre de situation avec méthode. Gérer la crise est d'un certain point de vue une contradiction dans les termes. On ne gère pas le tourment, le trouble, on s'efforce d'éviter qu'il se produise, d'en minimiser les effets et de rétablir l'ordre. La mutabilité des services de secours est ainsi une impérieuse nécessité. Des phénomènes inédits surviennent et déstabilisent les organisations traditionnelles. L'impensable se produit, comme lors des attentats de Paris ou de Nice. Des phénomènes météorologiques inédits surviennent, ou encore un virus, alors inconnu, paralyse un pays, une région, un continent et finalement le monde entier. On n'anticipe jamais la crise sous la forme qu'elle prendra lorsqu'elle survient. Néanmoins, des situations sont envisagées et une réponse opérationnelle est calibrée sur différents scénarios. Le général Boutineau, commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a expliqué en commission parlementaire en quoi l'opération de secours consécutive aux attentats du 13 novembre 2015 a été une réussite sur le plan organisationnel. Il identifie alors 4 facteurs de succès. L'anticipation, fruit de retours d'expérience qui permet l'élaboration de plans d'action. L'organisation du service de secours, avec un maillage territorial conséquent et un centre opérationnel multiservice. La préparation opérationnelle, avec des exercices réguliers pour tester la capacité de réaction et de gestion de crises complexes. Et enfin, les décisions prises, qu'elles soient planifiées à l'avance ou prises en conduite. Et il est intéressant de constater que la planification n'est pas la solution unique à une situation de crise. La prise de décision du commandant des opérations, du responsable, permet d'adapter la réponse en fonction des circonstances. Si la crise du Covid-19 n'est pas comparable à un attentat, la réponse opérationnelle peut se construire de manière sensiblement identique. Pour définir une stratégie, les sapeurs-pompiers appliquent une méthode de raisonnement tactique débouchant sur un cadre d'ordre qui va organiser leurs actions. On appelle ça le SAOIELC. Le S, c'est la situation qui, pour mesurer les enjeux, pose une problématique et les risques inhérents. Le A, c'est l'anticipation. Le O, les objectifs à atteindre priorisés en fonction de l'urgence. Le I, ce sont les idées de manœuvre, c'est-à-dire comment faire. Le E, c'est l'exécution, donc les moyens déployés. Le L, la logistique. Et enfin le C, le commandement, car il faut un chef entouré d'une équipe qui fait appliquer des consignes et contrôle l'efficacité des décisions pour pouvoir adapter la réponse en permanence. Ce moyen mnémotechnique, le SAOIELC, est transposable dans différentes situations de crise. En conclusion, la crise sanitaire a été prise en charge au niveau du ministère de la Santé, particulièrement par la Direction générale de la Santé. Le ministère de l'Intérieur est resté en retrait alors qu'il dispose d'une direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises dirigée par un préfet et dont dépendent les sapeurs-pompiers notamment. La sécurité civile était d'ailleurs déjà absente de l'EPRUS, cet éphémère établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, créé en 2007 et démantelé par la suite. Les services d'incendie et de secours, qui traversent la crise sanitaire aujourd'hui dans des conditions acceptables, le doivent principalement à une réactivité adaptée et à la rigueur de leur personnel. Ces conditions permettent de maintenir un équilibre favorable dans la balance risque-bénéfice, malgré un contexte d'instabilité juridique et une menace méconnue. Les difficultés surviennent lorsqu'il y a un déséquilibre entre les moyens nécessaires et l'ampleur de la crise. Il faut alors décider dans l'urgence, au regard d'éléments d'analyse souvent incomplets, face à des situations complexes. Dans une certaine mesure, c'est le quotidien des sapeurs-pompiers. Enfin, l'acceptabilité des contraintes imposées dans le quotidien est rendue possible car elles répondent à la triple condition d'être temporaires, justifiées par des circonstances exceptionnelles et proportionnées à l'objectif poursuivi. Pour les sapeurs-pompiers en l'occurrence, l'essentiel est de ne jamais faillir dans la réalisation des missions de secours et de pouvoir répondre à toutes les demandes. Je vous remercie de m'avoir suivi et je tâcherai de répondre aux questions qui pourraient m'être posées lundi prochain.